Dans cette vidéo, on va voir quel type d'analyse on peut faire à partir d'un graphique à nuage de points et surtout avec une régression. Alors, ici, on voulait voir si la masse avait une influence sur le taux de glycémie. Alors, si, par exemple, on se demandait si on augmentait la masse des gens, est-ce que finalement, ça avait une incidence sur le taux de glycémie? On pouvait prétendre que plus on avait une masse importante, plus qu'on avait de la difficulté à régler notre taux de glycémie, donc un problème avec l'insuline et tout ça, avec le contrôle des sucres. Donc notre hypothèse, c'est que sûrement, plus que la personne, finalement, elle a une masse importante, plus qu'elle a un taux de glycémie important dans le sang. Bon, ça c'était notre hypothèse de notre recherche. On a été chercher nos données, on a été prendre la masse de gens, on a mesuré leur taux de glycémie, puis là, après, on a mis ça, on a fait un beau graphique, on a passé la droite la mieux ajustée, donc une régression à travers ça. Puis là, déjà, en regardant ce graphique-là, qu'on va avoir mis dans notre rapport, on peut déjà dire des choses. On peut se dire, bon, premièrement, on voit qu'il y a une régression positive, c'est-à-dire que la masse, en augmentant, augmente le taux de glycémie. Semble, en tout cas, augmenter le taux de glycémie. Sauf que déjà, on peut voir qu'il y a plusieurs points de chaque côté. Il y a des points quand même assez éloignés de la régression. Donc, on peut quand même douter qu'il y ait une véritable corrélation, ou on peut se dire que la corrélation est là, mais peut-être faible. Ça veut dire que oui, ça a une incidence, mais c'est peut-être pas le seul facteur qui influence ça. Donc, il y a peut-être d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est peut-être, finalement, la masse, ça n'a peut-être pas autant d'importance sur le taux de glycémie. Bon. Mais ça, c'est en regardant le graphique, puis en regardant notre droite la mieux ajustée, puis les points qui sont autour. Mais on voit quand même qu'il y a une petite tendance quand même positive. Pour, parce que là, ici, c'est un peu qualitatif. Là. On regarde ça, puis là, c'est nos impressions. Sauf qu'il existe un test, qui est le fameux test de Pearson, qui permet d'aller chercher un coefficient. Okay? Le coefficient qu'on va calculer avec ça. Alors, je vais juste enlever ça ici, puis je vais vous montrer comment on va aller le calculer tantôt. Alors, la façon de pouvoir analyser ça, c'est qu'il existe le coefficient R qui va de moins 1 à 1. Donc, il y a une formule pour calculer ça avec ces données-là, et on trouve une valeur de R. Si la valeur de R est exactement 1, ça veut dire que c'est une corrélation parfaite. Ça veut dire qu'il y a réellement une corrélation entre la masse et le taux de glycémie. Et là, si ça se rapproche du zéro, là, la corrélation est de moins en moins importante. Ça veut dire que c'est faible comme corrélation. Actuellement, une bonne corrélation, c'est entre 0,5 et 1. Entre 0 et 0,5, là, ça commence à être plus faible. Et là, pourquoi qu'il y a le moins 1 de l'autre côté? Mais ça pourrait être une corrélation négative. Ça pourrait être plutôt l'inverse. Ça veut dire que la pente, elle pourrait être descendante comme ça. Ça veut dire que finalement, la masse fait baisser le taux de glycémie. Donc, ça serait une corrélation dite négative. Et c'est pour ça qu'on a le même principe. Si c'est moins 1 comme coefficient de corrélation, c'est une corrélation négative parfaite. Ça veut dire qu'il y a vraiment une incidence. La masse, à chaque fois qu'elle augmente, ça fait baisser le taux de glycémie. OK? Donc, ça, c'est pour comprendre le principe de la corrélation. Puis le coefficient, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il est entre moins 1 et 1, puis à 0, ben, ça veut dire carrément qu'il n'y a pas de corrélation possible. Mais il reste que, même si on avait une corrélation de type, par exemple, 0,4, oh, tu dis, c'est quand même une corrélation assez faible, c'est positif, c'est faible, mais est-ce vraiment une corrélation? Puis là, on pourrait en douter. Mais là, il y a le fameux test de Pearson qu'on peut faire. Il faut émettre nos hypothèses pour faire ce genre de test-là, comme pour le t-test. L'hypothèse nulle, c'est dire qu'il n'y a aucune corrélation. Ça veut dire que ma valeur R, ça veut dire mon coefficient de Pearson que je vais aller chercher, ben, s'il est plus petit qu'une valeur critique, ben, ça veut dire que dans le fond, il faut que je garde mon hypothèse nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre mes données. Et ça, c'est pour un P égale 0,05. Qu'est-ce que ça veut dire, le P égale 0,05? C'est une probabilité d'erreur. Okay? Donc, en science, c'est le 5% qui est acceptable. Ça veut dire que pour pouvoir rejeter mon hypothèse nulle, il faut que je sois sûr à 95% que je ne me trompe pas. Donc, je me donne une marge d'erreur de 5%. Donc, c'est pour ça le P égale 0,5. L'hypothèse alternative, c'est dire qu'il y a une corrélation. S'il y a une corrélation déjà que je soupçonne,
Donc, je vais le mentionner aussi. Donc, il y a une corrélation positive dans mon cas. C'est ce que je m'attendais. Si tu n'es pas certain, que tu ne t'attends pas à du négatif ou du positif, ben, dans ton hypothèse alternative, il va falloir que tu dises, ben, il y a une corrélation peut-être négative ou positive. Et ça va changer la lecture qu'on va aller faire dans le tableau des valeurs critiques, OK? Mais ça ne change rien pour le P,05, OK? Parce que c'est tout le temps quand même ma marge d'erreur de 5%. Et dans ce cas-ci, pour pouvoir accepter l'hypothèse alternative, il faut que le R, donc le coefficient de Pearson que je vais calculer, il faut qu'il soit égal ou plus grand que la valeur critique, OK? Que je vais retrouver dans un tableau. Parce que là, ici, on n'a pas le choix d'utiliser un tableau de Pearson, OK? Tandis que le T-student, c'est le fun, il nous donne tout de suite le pourcentage d'erreur. Tandis qu'ici, le coefficient de Pearson, mais il nous donne le coefficient qui va de moins 1 à 1. Puis ce coefficient-là, R, je le dois ensuite le comparer à une valeur critique selon le degré de liberté. Le degré de liberté, c'est quoi? Ben, par exemple, si j'avais 20 types de données, okay, parce que dans le fond, j'en ai 40 là, chiffres, mais dans le fond, j'ai 20 paires de données. Donc, le coefficient, le degré de liberté dans Pearson, c'est toujours la quantité de couples de données. Donc, dans mon cas, j'en ai 20. Moins 2. C'est toujours moins 2. Donc, ici, mon degré de liberté, c'est 18. Puis, tu vas voir, quand je vais aller dans le tableau, ben, c'est important, ce degré de liberté-là. Coefficient de Pearson, pour le calculer, il existe, bien sûr, dans la littérature, une grosse équation pour le faire. Mais, dans Sheet, si tu viens ici, tu vois, il y a fonction, mais également, si ça apparaît pas, tu as les 3 petits points, puis là, ben, tu vas voir le symbole ici de sommation. Tu viens chercher statistique, comme ça, et tu descends jusqu'à Pearson. Tu t'en viens chercher Pearson. Et là, Pearson, tu vas chercher les données, dans le fond. Okay? Alors, j'ai besoin de quoi? Ben, j'ai besoin ici de mon poids. Donc, tout le temps, on commence toujours par la variable qui est comme indépendante, donc mon X. Là, point virgule, et on va chercher mon Y. Donc, mes variables dépendantes. Parce que c'est elle qu'on se dit, ben, elle dépend de l'autre. Okay? Elle est influencée par l'autre. Alors, on fait ça. Bang, 0.41. Déjà, ça me dit, étant donné que c'est un chiffre positif, qu'il y a une corrélation positive de 0.41. Déjà, juste avec ce chiffre-là, c'est situé entre 0 et 1, mais c'est en bas du 0.5. Déjà, bon, oui, je peux affirmer qu'il y a une corrélation, mais elle semble quand même assez, bon, faible. Mais en même temps, est-ce que je vais rejeter totalement cette corrélation-là? Parce que je pourrais dire, dans le fond, c'est juste le hasard qui fait en sorte que ça a donné comme ça. Donc, pour dire que c'est pas le hasard ou pas, ben, il faut que je vienne vérifier ici par rapport à des valeurs critiques. Donc, je vais aller maintenant dans un tableau. OK? Alors, le tableau, je ne sais pas si, dans le fond, si je change de... Je vais essayer de voir si, en changeant, est-ce qu'il va aller dans l'autre? On ne dirait pas. Donc, je ne sais pas si je peux changer. Bon, malheureusement, je ne peux pas aller dans l'autre onglet pour vous montrer le tableau des valeurs critiques de Pearson. En fait, quand on va dans un tableau de valeurs critiques de Pearson, on va aller dans la colonne du P égale 0,05, première des choses. Puis là, on va choisir aussi le one-tailed ou le two-tailed. Pourquoi? Ben, le one-tailed, c'est que si, par exemple, moi, ici, je me dis il y a une corrélation positive, ça veut dire que là, j'ai fait déjà une supposition qui me limite au one-tailed. Si, par exemple, j'avais pas dans mon hypothèse, j'aurais dit, ben, je sais pas si ça va être négatif ou positif, ben là, ça aurait été two-tailed. Okay? Ça veut dire que je vérifie les deux côtés, tandis que one-tailed, ben, j'ai vérifié vraiment juste la corrélation positive. Alors, je m'en vais dans la colonne de type one-tailed, je regarde à la colonne P égale 0,05. Et là, je vais descendre dans cette colonne-là jusqu'à temps d'être vis-à-vis la ligne de degré de liberté 18. Et là, le croisement de ça, je vais lire une valeur critique. Et là, j'ai été la lire, c'était 0,378. Ça veut dire que
Pour un coefficient de Pearson de 0,378, on considérerait que finalement, il y aurait une corrélation positive entre les données. OK? Ça veut dire que on serait prêt à accepter une valeur de R aussi petite que 0,378 pour dire qu'effectivement, il y a une corrélation entre la masse et le taux de glycémie. Puis, en disant ça, on se tromperait à peu près juste de 5%. Alors, si tu regardes ici, le 0,378, c'est ma valeur critique. Et si je regarde ça, j'ai 0,417. Ça veut dire que mon R il est égal et plus grand que ça. Donc, il est plus grand que 0,378. Ça veut dire qu'en ce moment, mon coefficient de Pearson que j'ai calculé avec mes données que j'avais me permet de dire qu'il y a effectivement une corrélation positive entre la masse des gens et leur taux de glycémie. Mais encore là, il faut que je prenne ça avec des pincettes. Il faut que je dise, ben oui, oui, il y a une corrélation positive, mais quand même, elle est seulement de 0,41 ou de 0,42. Donc, c'est quand même une corrélation assez faible, mais elle est présente. Donc, dans mes conclusions, je pourrais dire ça. OK? Alors, j'espère que ça va vous aider. Sinon, ben, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à votre évaluation interne si vous avez besoin de faire ce type d'analyse de Pearson.